Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous tenez bon. Ces derniers temps, en Algérie, c'est devenu presque un feuilleton quotidien. La chute libre du dinar occupe toutes les conversations. Sur le fameux marché informel qui, ironiquement, reste le seul espace où l'économie algérienne semble encore obéir aux lois de base du capitalisme, comme l'offre et la demande, le taux de change part complètement en vrille. C'est là et uniquement là que se reflète la véritable température du pays. Dans ce théâtre absurde qu'est l'économie informelle algérienne, désorganisée, secouée de spasmes à chaque soubresaut, du dinar, le taux de change officieux joue désormais le rôle de baromètre national. Ce n'est plus un chiffre, c'est une humeur collective. Le moral des citoyens fluctue avec les euros du jour, un coup à 280 puis 275, parfois 270, avant de remonter sans prévenir. Aujourd'hui, on franchit les 285 dinars pour un seul euro. Et ce n'est qu'un début, d'ici quelques jours, la barre des 290 sera plus qu'un cap, ce sera une formalité. Certains coins du pays l'ont déjà franchi en silence. Vous vous souvenez, on l'avait annoncé, on nous a ri au nez. On nous a traités de catastrophistes, de rêveurs. Pourtant, la réalité s'en charge bien mieux que nous. Souvenez-vous, c'était début novembre, plus précisément le 7, on avait tiré la sonnette d'alarme dans une vidéo de près de 23 minutes. Le titre « Un bijou prémonitoire », 1 euro, 300 dinars le crash annoncé. On y avait déroulé la démonstration graphique à l'appui chiffres courbes et tableaux en bonus pour montrer comment et pourquoi la monnaie nationale filait droit vers l'abîme. On avait même prévu l'impact pour 2026 ou 2027, mais visiblement l'effondrement a décidé d'accélérer le tempo. Et ce n'est pas du hasard. Car depuis quelque temps, un brouillard d'intox tourne en boucle sur les réseaux et dans certains médias, on essaye de détourner l'attention des vraies causes. Le coupable désignait les importateurs de Kaba, ces micro-importateurs régularisés depuis juin 2025 qui peuvent opérer à hauteur de 12 000 euros par mois renouvelables 2 fois, sauf que, dans les faits, ils n'ont commencé qu'entre septembre et octobre et encore timidement. D'autres désignent les voitures d'occasion de moins de 3 ans ou même les haragas qui achèteraient trop d'euros pour fuir le pays. Bref, un florilège d'explications aussi pratiques qu'improbables pour faire croire que la flambée de l'euro n'est pas le symptôme d'un mal bien plus profond. On entend souvent que l'euro grimpe. Mais non, ce n'est pas l'euro qui monte, c'est le dinar qui creuse. Et il creuse profond. Pourquoi ? La réponse est aussi simple qu'implacable, la confiance s'est évaporée. Plus personne ne croit à cette monnaie. Ce n'est pas un effondrement monétaire, c'est une rupture de contrat psychologique entre le peuple et son économie. Les entrepreneurs, les investisseurs, les consommateurs, tous ont tourné le dos au système. Ce lien fragile qui faisait tenir debout l'édifice s'est rompu. Et au cœur de cette dégringolade, il y a un nom, le système Tebboune. Quand une devise perd sa valeur, ce n'est jamais le fruit du hasard. 2 grandes familles de causes l'expliquent. Il y a d'un côté les événements passagers, les fluctuations économiques, les caprices de l'export, les accidents de parcours politique ou les soubresauts de la conjoncture. Et de l'autre, il y a les raisons plus profondes, les fissures invisibles mais durables. Celle-là, elle relève d'un seul mot, la confiance, la colonne vertébrale de toute économie. Quand elle casse, tout s'effondre. Depuis que l'homme troque des coquillages contre du blé que les Phéniciens sillonnaient entre les mers, avec leurs cargaisons d'esclaves et d'épices, que les civilisations précolombiennes bâtissaient des marchés au cœur de leurs cités, ou que les pharaons comptaient leurs richesses en lingots d'or, une règle n'a jamais changé: sans confiance, pas de commerce. Pas de confiance, pas de business, ni d'échange, ni de richesse. Depuis que l'humanité a décidé d'échanger au lieu de se taper dessus, la monnaie et les transactions n'ont fonctionné que sur une seule chose, croire en l'autre. Avoir confiance, c'est simple, c'est accepter de tendre la main, de négocier, sans peur de bâtir des intérêts communs avec un partenaire qu'on ne craint pas. Mais quand cette base s'effondre, tout s'écroule avec. Et c'est exactement ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. La confiance évaporée, disparue, asphyxiée. Pourquoi? On l'a disséqué dans un épisode précédent, celui de fin octobre 2025, intitulé « Comment on a vidé le pays de ses entrepreneurs et plongé le dinar dans le gouffre ». Tout y est, blocage administratif absurde, répression bureaucratique,
Surveillance policière, mesures judiciaires étouffantes, humiliation à la chaîne, interdiction absurde. Ce cocktail toxique a fait fuir les créateurs de valeur et avec eux la stabilité de notre monnaie. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Une monnaie ne vaut quelque chose que lorsqu'elle est désirée. Plus on l'utilise, plus elle circule pour produire, pour investir, plus elle inspire confiance, plus elle tient debout. Pourquoi le dollar tient tête au monde? Pourquoi l'euro reste solide? Pourquoi la livre sterling ne vacille pas? Tout simplement parce que ces monnaies sont recherchées à la fois par ceux qui vivent dans ces pays et par ceux qui viennent d'ailleurs pour y injecter de l'argent, monter des projets, placer leur capital. Une devise devient forte quand elle est utile, quand elle attire, quand elle inspire. Ce que des économistes bardés de diplômes mettraient peut-être 10 chapitres à expliquer. Moi, je vous le résume ici en une punchline claire, confiance, plus demande une monnaie qui tient la route. Une devise pour exister dignement doit être désirée. Elle doit circuler, être utilisée pour bâtir, produire, investir. C'est là que naît sa force. Si le dollar fait la loi, si l'euro s'impose, si la livre sterling résiste aux tempêtes, c'est parce que tout le monde veut les avoir en poche. Résidents, investisseurs, étrangers, institutions, tous se battent pour ces monnaies car elles incarnent stabilité, crédibilité, confiance. Mais pour qu'on achète ta monnaie encore, faut-il croire au pays qui la fabrique. Le problème du dinar, il est plombé par le rejet du régime qu'il soutient. Le système Tebboune a réussi l'exploit de faire fuir ceux qui auraient pu lui donner de la valeur, les investisseurs, les créateurs, les entrepreneurs. Tu veux lancer une usine? Bonne chance. Il te faudra une montagne de papier, un tunnel de bureaucratie des autorisations en série et une banque qui, au bout du compte, t'expliquera qu'elle ne peut pas t'aider faute de quotas. Résultat, pas de machines, pas de matières premières, donc pas de production. Et quand produire devient impossible, que reste-t-il? Spéculer, acheter de la pierre, immobiliser l'argent. Mais voilà, la richesse réelle ne vient pas de l'immobilier, encore moins du blocage. Elle vient de la création, de l'innovation, du mouvement. Et ça, aujourd'hui, c'est bloqué. Investir dans la pierre, c'est rentable, à condition qu'il y ait du monde pour l'occuper. Dans un pays qui attire les touristes, l'immobilier devient une mine d'or. Mais chez nous, qui vient bronzer sur nos plages ou flâner dans nos villes, personne. Moi, avec mes 10 dinars en poche, je veux bien vendre du rêve aux visiteurs. Encore faudrait-il qu'ils existent. Mais l'Algérie, soyons honnêtes, n'inspire ni curiosité, ni confiance, ni envie. Elle n'attire pas, elle repousse. Et les Algériens de la diaspora. Ils regardent de loin et ce qu'ils voient ne donne pas envie, une monnaie qui dégringole, un climat d'incertitude chronique des institutions fragiles. Trop d'obstacles, trop de chaos. Et non, le problème principal, ce n'est même pas la corruption. Parce que si c'était le vrai frein, alors comment expliquer que des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou encore la Turquie, tous gangrenés par la corruption, aient quand même réussi à se développer, la Thaïlande aussi, et pourtant elle n'est pas un exemple de vertu. Le vrai poison, ce n'est pas la main dans le sac, c'est la main sur la gorge. Ce qui étouffe l'économie, ce n'est pas la corruption, c'est la répression. C'est ce système qui bride, qui menace, qui décourage toute initiative. Une politique qui ne vole pas mais qui verrouille. Voilà la vraie source de la paralysie. En Algérie, aujourd'hui, l'économie, c'est un parcours du combattant sans ligne d'arrivée. Tu veux lancer un projet bloqué, importer une machine interdite, ramener une marque étrangère, mission impossible, ouvrir un compte pro bon courage, retirer ton propre argent quand bon te semble, n'y pense même pas. Acheter un bien immobilier avec ton cash illégal. Résultat, tu ne peux rien faire, un mur de non te suit à chaque étape. Le pire, c'est que on nous parle d'incitation à l'investissement dans des textes bien propres, loi de finances, code des investissements, brochures pleines de promesses. Mais sur le terrain, ces avantages n'existent que sur papier. Dès que tu veux utiliser ton argent librement, tout s'écroule. La liberté économique, un mirage. Et ensuite, on vient te dire, pas de cash pour acheter un appart. Très bien. Alors je vais à la banque, je demande une carte, un chéquier. Et là, surprise, pas de service en ligne, pas de paiement mobile, pas de réseau bancaire moderne. N'utilise pas de liquide qu'ils disent. Mais où sont les alternatives? Où sont les terminaux de paiement?
les distributeurs automatiques, les applis bancaires. On veut interdire sans proposer. Si tu veux que je sorte du cash, commence par moderniser ton système. Numérise. Ouvre, facilite. Sinon, je continuerai à planquer mes billets sous le matelas. Chez nous, tout ce qui devrait libérer est encadré. Tout ce qui pourrait faire avancer est bloqué. Ce qu'on autorise à grands coups de communiqués triomphants finit toujours muselé par des circulaires absurdes. Le seul vrai moteur qu'on alimente, c'est celui des interdictions. Le reste, des effets d'annonce du vent dans un micro. Prenons les banques en ligne, par exemple. Elles ont été autorisées hurrah, mais uniquement si elles s'adossent à des banques classiques, donc pas vraiment libres, pas vraiment innovantes. En clair, une voiture de course attachée à une charrue, et c'est toujours le même scénario derrière chaque promesse du régime Tebboune. Il y a une clause invisible, un piège réglementaire, une surveillance étouffante. Résultat, pas d'élan, pas de souffle. L'État, au lieu d'oxygéner l'économie, passe son temps à lui serrer la gorge. Quand un État transforme chaque geste économique en infraction potentielle, la confiance s'évapore. Qui peut investir dans un pays où tout ressemble à un guet-apens administratif, où chaque tentative d'entreprendre peut te valoir un aller simple en prison, importer interdit, vendre suspect, acheter un bien risqué, même vendre 3 tomates au marché peut se transformer en accusation de spéculation illicite, avec 15 ans de prison à la clé. Oui, vous avez bien entendu, 20 ans derrière les barreaux pour avoir osé écouler quelques pommes de terre. Comment bâtir une économie quand chaque citoyen est traité comme un fraudeur en puissance? Et comme si ça ne suffisait pas, même ton argent liquide devient une menace. Tu veux le déposer en banque? On t'exige des justificatifs. Mais comment prouver l'origine d'un cash que tout le pays utilise? En Algérie, le marché informel, c'est le cœur du système. Plus de 40% du PIB vient de là et 9 transactions sur 10 se font avec du liquide. Tu veux faire propre? Tu bloques. On t'interdit le cash, mais sans te donner d'alternative, pas de carte, pas de paiement mobile, pas de distributeur digne de ce nom. Le système te pousse vers l'illégalité puis te punit pour y être tombé. C'est Kafka, mais version économique. On fait de beaux discours sur l'investissement privé, on tend des micros, on signe des lois, on organise des forums. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Tu veux monter une usine? Très bien. Mais sans autorisation pour importer la matière première, sans droit d'accès aux machines de production, tu vas produire quoi? Du vent. On demande aux entreprises de faire des miracles. Avec les mains attachées dans le dos, c'est l'Algérie version Tebboune, une économie schizophrène où l'on vante l'investissement tout en sabotant ses fondations. Résultat, plus personne n'y croit. Et quand la confiance disparaît, l'économie ne tarde pas à suivre. Alors que fait le citoyen algérien rationnel? Il se détourne du dinar. Il n'achète plus, il n'épargne plus, il ne fait plus confiance. À la place, il se tourne vers ce qui rassure l'euro, le dollar ou toute autre monnaie issue d'un écosystème économique qui respire la stabilité. Là où la justice ne danse pas au rythme des ordres politiques, où l'investissement n'est pas suspect, où posséder une entreprise ne fait pas de toi une cible, mais un acteur. C'est simple, les gens fuient vers les devises qui ont un passeport crédible. Parce que dans ces pays-là, on respecte la liberté d'entreprendre, la liberté de consommer et surtout, la liberté de respirer. Théoriquement, tu peux ramener une voiture de l'étranger. En pratique, bon courage. Commander sur Shein ou AliExpress. C'est devenu une épreuve administrative. Ouvre un compte Paysra et on te colle l'étiquette de blanchisseur d'argent. Tout est officiellement possible, mais à dose homéopathique. On te donne la permission du bout des lèvres, mais dépasse 1 millimètre et c'est la loi qui t'écrase, prison saisie menottes. L'ironie, c'est que même ce qu'on autorise n'est jamais vraiment autorisé. On parle de liberté économique, mais c'est une illusion calibrée, contingentée sous surveillance. Tu veux jouer dans le carré d'accord, mais ne sors jamais des lignes où c'est l'illégalité directe. Et pour les commerçants, ce n'est pas mieux. Certains produits sont interdits à la vente. D'autres sont autorisés, mais les prix sont plafonnés. Résultat, tes marges fondent, ton commerce s'étouffe. On exige que tu survives avec des prix contrôlés dans un pays où les salaires sont déjà faméliques. C'est un système qui cherche à régler l'inflation en étranglant ceux qui produisent et vendent.
Mais sans consommation libre, sans investissement libéré, tu veux développer quoi exactement? Il ne faut pas un doctorat en économie pour comprendre ça. Juste un peu de bon sens. Mais apparemment, même ça, c'est devenu une denrée rare. Quand il s'agit de lui-même, l'État algérien ne se refuse rien, il imprime de la monnaie, à volonté fait gonfler les budgets comme des ballons de baudruche et arrose les institutions armées, présidence, ministère de rallonge budgétaire XXL. Les salaires des fonctionnaires, ils montent en flèche. Mais dès qu'on sort du périmètre étatique, c'est une autre chanson contrôle généralisé, autorisation obligatoire, coupe budgétaire, surveillance tatillonne. Le citoyen lui doit survivre entre les murs d'un labyrinthe administratif. Alors comment faire confiance à un pays qui donne tout à l'État et retire tout au reste? Le problème, ce n'est pas le drapeau, ce n'est pas le peuple. Le vrai cancer, c'est le système. Une machine qui protège les puissants et broie les créateurs. Bienvenue dans l'économie façon puzzle, la crypto-monnaie interdite, le cash diabolisé, le numérique inexistant, et pendant ce temps-là, on attend de toi que tu prospères avec les poches vides et les mains liées. Depuis l'arrivée au pouvoir de Tebboune, entrepreneurs et citoyens passent leur vie à esquiver les interdits, à jouer à cache-cache avec des lois absurdes, juste pour pouvoir exister. On te dit que les banques distribuent du crédit. Super. Mais crédit pour quoi faire? Tu ne peux même pas importer une machine ou acheter de la matière première. C'est comme te filer une voiture sans roues et te demander d'arriver à destination. À ce stade-là, ce n'est plus une économie, c'est une farce kafkaïenne. Le crédit, il ne sert à rien si l'investissement est un crime. Pendant que le dinar s'écroule en silence, certains dans les hautes sphères continuent de prétendre avec le plus grand sérieux que l'État ne ressent aucun contre-coup. Ce n'est qu'un petit souci pour ceux qui achètent des voitures, disent-ils. L'économie ne bouge pas d'un poil. Sérieusement, il faut oser. Car la réalité, elle est brutale, l'effondrement monétaire saigne les finances publiques. Prenez les transferts d'Algériens vivant à l'étranger. Au lieu de passer par les canaux bancaires officiels, ils échangent leurs devises dans les marchés parallèles. Résultat, 0 dinar pour le fisc. Même chose du côté des commerçants, ceux qui ramènent des produits électroménagers, vêtements, médicaments, les financent au marché noir avec un euro acheté au prix fort dans la rue, pas via la banque. Et ensuite, ils répercutent la hausse sur les prix. Le consommateur local, étranglé par la vie chère, n'achète plus. Et qui perd dans tout ça? L'État moins de ventes, c'est moins de TVA, moins d'impôts, moins de rentrées fiscales. Alors non, ne racontez pas que le trésor public est épargné. Il est en train de se vider lentement, mais sûrement. Et pendant ce temps-là, on nous chante encore que tout va bien. À un moment, il faut arrêter de jouer les autruches et admettre une chose basique en économie, rien n'est isolé. Tout est connecté, tout s'enchaîne. Tu fais tomber une pièce et c'est toute la mécanique qui suit. Quand la monnaie perd sa valeur, c'est le pouvoir d'achat qui plonge. Et quand les citoyens n'ont plus les moyens, ils consomment moins. Moins de consommation, c'est moins de TVA, moins de revenus pour les entreprises, donc moins d'impôts à collecter. Résultat, le trésor public se retrouve à sec, et ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. On peut multiplier les exemples à l'infini. Si les gens savent que le dinar fond comme neige au soleil, ils freinent les dépenses, ils retardent les achats, ils bloquent leurs projets. Un promoteur immobilier, par exemple, voit ses appartements invendus s'accumuler. Et s'il ne vend pas, il ne paie pas d'impôts. S'il ne paie pas d'impôts, l'État ne touche rien. C'est une chaîne. Et chaque maillon qui saute, c'est tout le système qui se grippe. Si tout s'écroule aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'un virus ou d'un coup du sort. C'est parce que la confiance a déserté le terrain. Et tant qu'on ne la ramènera pas, inutile de rêver à une relance. La vraie solution, elle tient en un mot, la confiance. Et pour qu'elle revienne, il n'y a pas 1000 chemins, il faut redonner de l'air aux citoyens, leur rendre la liberté d'agir, d'entreprendre, d'acheter, de vendre, d'importer, d'échanger. Ouvrir les portes du pays, c'est aussi ouvrir les vannes de l'économie, laisser entrer les idées, les talents, les machines, les matières premières. Laisser les entrepreneurs créer, investir, produire. Ce n'est pas un luxe, c'est une urgence. Parce qu'avec la confiance vient la richesse. Et avec la richesse, la monnaie retrouve de la valeur. Les salaires peuvent suivre. L'emploi se crée. Et l'État, lui, au lieu d'imprimer de l'argent vide de sens,
pourra enfin remplir ses caisses avec de vraies recettes fiscales. Tout commence par un mot simple qu'on a trop longtemps piétiné: la confiance. La confiance est la clé, mais comment espérer qu'elle revienne quand ceux qui tiennent le gouvernail ne comprennent même pas ce que ce mot signifie? On est dirigé par des figures fermées, agressives, allergiques au dialogue et convaincues qu'on peut régler une crise économique avec des menottes et des arrestations. Sauf que l'économie, ce n'est pas un débat politique où tu bâillonnes l'opposant pour avoir la paix. Tu peux faire taire un journaliste, emprisonner un militant, mais tu ne peux pas enfermer l'inflation, ni menotter la chute du dinar, ni censurer la récession. Les lois du marché ne répondent pas aux coups de matraque. Cette gestion autoritaire brutale, punitive de l'économie ne fait qu'une chose: accélérer l'effondrement. Le crash monétaire est déjà là, et si ça continue, ce ne sera plus seulement la monnaie qui s'écroule, ce sera toute l'économie. Et à ce moment-là même, les barreaux ne retiendront plus la colère.